Baccacaï de Vitode, Gombrowicz, le banquet. Le grand conseil tenait secrète séance dans l'historique pénombre de la salle au portrait, dont l'autorité séculaire surpassait, voire écrasait de son poids l'autorité même du grand conseil. Muets et sourds, les portraits crépusculaires contemplaient du haut des antiques cimaises les faces hiératiques des dignitaires qui, à leur tour, contemplaient la silhouette vétuste et desséchée du grand chancelier et ministre d'État. Parlant net, comme à l'accoutumée, le sec et puissant vieillard ne tenait nullement de cacher sa joie profonde, exhortant les ministres et sous-secrétaires d'État présents à célébrer l'instant historique en se levant de leur siège. Voici en effet qu'à l'issue de longs et laborieux pourparlers va se conclure l'union nuptiale du roi avec l'archiduchesse Christine Adélaïde. Voici Christine Adélaïde, enfin arrivée à la cour. Voici que dès demain soir, au cours d'un banquet de cour, les Augustes promis, qui ne se connaissent encore que par le truchement des portraits échangés, seront, seront enfin l'un à l'autre présentés. Voici que cette union à tous égards éclatante viendra accroître à l'infini le prestige et la puissance de la couronne. La couronne, la couronne, néanmoins, un lancinant souci, une inquiétude, puis encore une terreur térébrante ravinait les visages racés, pleins d'usage et raison des ministres et sous-secrétaires d'État. Oui, disons-le, quelque chose d'informulé et de hautement dramatique hantait en secret toutes ces lèvres aussi vétustes que fanées. Sur motion votée à l'unanimité, le chancelier ouvrit les débats et ce fut le silence. Un silence muet et sourd qui parut essentiellement donner le ton à la discussion qui suit. Le ministre de l'Intérieur, le premier, demanda la parole dès qu'il l'eut obtenue. Il entreprit de se taire et se tut tout le long de son long discours, puis il se rassit. Ce fut ensuite au ministre de la Cour de prendre la parole. Cependant, dès qu'elle lui fut donnée, il se leva lui aussi de son siège et tut très exactement tout ce qu'il avait à dire, puis il se rassit. Prenant successivement leur tour, l'un puis l'autre des ministres présents demandaient la parole, se levaient, se taisaient, puis se rasseyaient, et le silence, l'obstiné silence du Grand Conseil, décuplé par le silence intrinsèque des portraits et celui des murs, ne faisait que croître en puissance. Se mouraient les chandelles, passaient les heures, imperturbable, le chancelier présidait au silence. De ce silence, quelle était la raison? Nul parmi les fonctionnaires d'État n'aurait pu, ni même osé penser une pensée qui, elle, si elle s'imposait avec une force irrésistible, se révélait être ni plus ou moins qu'un crime de lèse-majesté. Et voilà pourquoi ils se taisaient tous. En effet, comment l'avouer? Comment dire que le roi était... non, non, ça jamais. Allons, que le roi était... Tant pis, que le roi était vénal. Vénal était le roi. Le roi, oui, se vendait. Dans l'arrogance et la vilenie de son avarice proprement insatiable, le roi était vénal. Mais alors, d'une vénalité inouïe, telle que l'histoire n'en avait jamais connue jusque-là. Oui, vénal, cupide, corruptible, voilà ce qu'était le roi. À coups d'onces et de livres, de tournois, le roi vendait tout simplement sa propre majesté. Tout à coup, les deux battants lourdement sculptés de la porte s'ouvrirent avec fracas pour laisser passer la personne du roi. Coiffé de larges tricornes d'apparat, l'épée au côté guinouillon premier abordait l'uniforme de général des gardes du corps. Les ministres s'inclinèrent profondément devant le monarque qui, ayant jeté son épée sur la table et son postérieur dans un fauteuil, croisa les jambes,
et fixa l'assemblée d'un œil roublard. La présence royale changeait ipso facto le Conseil des ministres en Conseil de la Couronne, et le dit Conseil entreprit d'écouter la déclaration du roi. Or, dans sa déclaration, le souverain donna d'abord libre cours à la joie de voir aboutir ses noces avec la jeune archiduchesse et tint à exprimer à tous sa confiance inébranlable, fortifiée par l'espérance où il était que son auguste personne gagnerait l'amour d'une fille impériale. Il ne laissait pas pour autant de mettre en relief le fardeau des responsabilités qui écrasaient ses épaules. À ces mots, il passa dans la voix du roi quelque chose de tellement cupide que le conseil de la couronne frissonna de dégoût au milieu de l'absolu silence. Nous ne saurions, messieurs, indiquait le roi, vous cacher que, pour nous, participer au banquet de demain ne sera pas une petite affaire. Eh oui, il nous faudra, quant à nous, faire un effort sérieux pour que son Altesse l'archiduchesse, néanmoins, et pour le bien de la couronne, nous sommes prêts à tout, surtout si les doigts du souverain tambourinaient de façon significative, tandis que sa déclaration prenait un tour de plus en plus confidentiel. Il n'y avait plus de place pour l'ombre d'un doute. Il s'agissait ni plus ni moins d'un pot de vin. Oui, d'un pot de vin que ce prince vénal, s'il en fut, exigeait en échange de sa participation au banquet. Et voilà que, de but en blanc, le roi commença à se plaindre. Les temps, vous comprenez, sont difficiles. On ne sait vraiment plus comment joindre les deux bouts. Puis il pouffa de rire, pouffa encore, lança un clin d'œil de connivence au chancelier, lança une autre œillade et repouffa. Enfin, toujours pouffant du doigt, il piqua le vieillard sous les côtes. Dans le silence le plus profond, qui paraissait absolument figé, le chancelier regardait son souverain s'esclaffer, cligner de l'œil et piquer son monde du doigt, et le silence du vieillard qui ne cessait de gonfler du silence des portraits et du silence des murs. Le pouffement royal expira. Alors, le vieillard de fer fit au roi un salut, les têtes des ministres aussitôt s'inclinèrent et les genoux des sous-secrétaires d'État fléchirent. Terrible se révélait la puissance de ce salut, adressé sans préavis au roi, dans une salle écartée du palais par tout le conseil. Ah, le salut frappait ce prince en pleine poitrine, lui figeait raide, bras et jambes, le rendait à sa royauté, au point que le pauvre Guinouillon gémit atrocement entre ses murs et, une dernière fois, tenta de s'esclaffer, mais le rire expira sur ses lèvres. Au milieu d'un silence sans appel, le roi se prit à avoir peur. Et comme cette peur ne le quittait pas, il finit par esquisser une retraite. Oui, une retraite. Une retraite devant le conseil, devant les sous-secrétaires, devant soi-même, jusqu'à ce que le dos royal, drapé dans son uniforme de parade, disparût dans les ténèbres des corridors. Alors un cri aussi atroce que cupide. Ça, vous me le paierez, ça, arriva jusqu'aux oreilles des ministres. Sitôt le roi sortit, le chancelier rouvrit incontinent les débats, et le silence fut à nouveau le lot du grand conseil. Le chancelier, inflexible, présidait au silence, se levait et s'asseyait les ministres. Passaient les heures. Que faire? Comment empêcher le roi, mis en fureur de s'être vu refuser son pot de vin, de provoquer un scandale en plein banquet? Comment défendre le roi contre Gnouillon? Quelle impression, enfin, à supposer même que par miracle on arrivât à éviter le scandale, allait faire ce pauvre roi, honteux et portant sa honte sur une archiduchesse étrangère, fille d'empereur? Telle était la question dont le conseil ne voulait simplement rien savoir. Oui, la question qu'il rejetait en silencieuse convulsion entre ses murs augustes. Les ministres se levaient, puis s'asseyaient. Cependant, lorsque, à 4 heures du matin, le conseil, unanime, offrit sa démission, le vieux timonier de la nef de l'État la refusa,
prononçant en revanche ces paroles mémorables. Ce qu'il nous faut, messieurs, c'est contraindre le roi au roi, emprisonner le roi dans le roi, enclore le roi dans le roi. Or donc, terroriser le roi, porter jusqu'aux dernières extrémités la pression de la splendeur et de l'histoire, jusqu'au sommet, l'éclat et le cérémonial consacré par les siècles, tel était en effet le seul moyen de sauver la cour du scandale. C'est dans cet esprit que le chancelier donna des ordres, prit des mesures, et voilà pourquoi le banquet, qui eut lieu le lendemain dans la galerie des glaces, miroita de toutes les splendeurs imaginables, roula et scintilla d'éclats en éclats, de gloire en gloire, éveillant comme les battements d'une cloche et les sphères sublimes, quasi célestes, de la magnificence. Introduite dans la galerie des glaces par le grand maître des cérémonies et maréchal de la cour, l'archiduchesse Christina Adélaïde plissa ses paupières, frappées par l'auguste et séculaire éclat de l'archi-banquet. Fort de leur discrète puissance, lourde de siècles d'histoire, les grands noms de ce pays se fondaient dans le nimbe du haut clergé. Le clergé, à son tour, pris d'ivresse, basculait dans la candeur des vénérables décolletés qui allaient eux-mêmes glisser et s'évanouir dans les épaulettes des généraux et les écharpes des ambassadeurs, tandis que les longs miroirs ne pouvaient que répéter à l'infini cette splendeur et que le murmure des conversations baignait dans les plus capiteux parfums. Dès que le roi Gnouillon Ier, clignant ses yeux, aveuglés par les étoiles de 1000 lustres, fit son entrée dans la salle et fut salué par l'acclamation de bienvenue. Saisi dans ses tenailles, en même temps, la profonde protestation de l'assistance l'empêchait de se soustraire à cette clameur et la haie des courtisans aussitôt formés l'obligeait à diriger ses pas vers l'archiduchesse qui, déchirant en lambeaux les dentelles de sa robe de bal, n'en croyait pas ses yeux. Était-ce le roi? Son roi et futur époux? Cet individu vulgaire à la tête de camelot, au regard de vendeur ambulant, voire de maître chanteur à la sauvette? Mais, au prodige, cet épicier misérable était-il le roi glorieux qui approchait justement de sa personne à travers une longue haie de courbettes? Quand le roi lui prit la main, elle frissonna de dégoût, mais au même instant, le tonnerre des canons et des carillons des cloches battant à toute volée arrachèrent à sa gorge un soupir noyé de ravissement. Le chancelier lui-même laissa échapper un soupir de soulagement, aussitôt multiplié au centuple par le soupir unanime du conseil. Reposant son auguste main, métaphysique et sacrée, sur le pommeau de l'épée royale, le roi tendit son autre main, toute puissante et sanctifiante, à l'archiduchesse Christina Adélaïde et la conduisit à la table du banquet. À sa suite, et faisant traîner leurs semelles, les invités, brillant de tout éclat de leurs décorations et de leurs épaulettes, conduisirent leurs cavalières à table. Mais qu'est-ce à dire? Quel est ce tintement ténu, léger, à peine perceptible et pourtant perfide qui arrive aux oreilles du chancelier en même temps qu'à celles de ses ministres? Lors, oui, les tromperait-elle? Ou bien entendait-il réellement ce son menu, cet infime tintement, comme si quelqu'un, à part soi, oui, à part soi, s'amusait à faire sonner des sous, à faire tinter dans sa poche quelques petites monnaies de cuivre? Que se passait-il donc? D'un regard sévère et glacial, l'historique vieillard parcourut toute l'assistance pour s'arrêter sur la personne d'un des ambassadeurs. Pas un muscle ne tressaillit sur le visage plénipotentiaire de la puissance ennemie qui, un soupçon d'ironie sur ses lèvres minces, donnait le bras à la princesse Trébizonde, fille puignée du marquis de Fréoul, mais voici que le même et perfide tintement léger, sournois et pourtant gros de péril se fit de rechef entendre. Et voilà que le pressentiment d'une ignominieuse trahison
Le fumet de quelques cabales clandestines transpercèrent l'âme dramatique et historique du grand chancelier. Y aurait-il un complot? Y aurait-il eu trahison? Une nouvelle sonnerie de fanfare annonça le début du festin. Obéissant à cet ordre impérieux, Guenouillon Ier plaça son gros derrière de rustre au bord du tabouret royal et, à peine fut-il assis, que l'assemblée entière s'assit mêmement. Tour à tour s'assirent les ministres, les généraux, le haut clergé et la cour. Le roi approcha sa main royale de la fourchette, saisit la fourchette, à sa bouche porta le premier un morceau de rôti et, à l'instant même, les ministres, le haut clergé, les généraux et la cour portèrent également à la bouche leur premier morceau. Cependant que le jeu des miroirs répétait ce geste à l'infini. Saisi de peur, Gnouillon s'arrêta de manger. Aussitôt, l'assemblée entière de même s'arrêta, et voici que l'acte de non-manger se révélait plus puissant que l'acte de manger. Soucieux d'interrompre le non-manger, Gnouillon porta alors son anape à ses lèvres, en sorte qu'aussitôt chacun leva son anape jusqu'à ses lèvres, en un toast tonitruant qui, 1000 fois répété, éclata et plana dans les airs au point que Gnouillon s'empressa de poser sa coupe. Tous, aussitôt, s'empressèrent de poser leur coupe. De nouveau, le roi colla ses lèvres à son verre et un autre toast éclata. De rechef, Gnouillon posa sa coupe, puis, voyant que tous reposaient en même temps les leurs, il reprit la sienne, et une fois de plus, l'assistance, en levant dans le fracas des fanfares sa coupe aux lèvres, porta sous l'éclat des grands lustres et dans l'étincelante réflexion des glaces crépusculaires la royale gorgée jusqu'au nu. Saisi de panique, le roi but une autre gorgée. Une fois encore, le son perfide, un tintement bas, à peine audible, caractéristique de la menue monnaie remuée dans une poche, parvint aux oreilles du chancelier et du conseil tout entier. Une fois encore, l'auguste vieillard planta un regard attentif et mort dans le visage conventionnel du diplomate ennemi, et une fois de plus distinct cette fois, le sournois tintement retentit. De toute évidence, quelqu'un qui tenait à compromettre le roi et son banquet était en train d'éprouver, par cette ruse, la maladive avidité du souverain. Une fois encore, le son perfide retentit, tellement distinct que Gnouillon l'entendit, et l'on vit la vipère de la cupidité ramper sur sa face vulgaire de camelot de marché aux puces. Ô honte ignominieuse, aurore inavouable, le cœur du roi était si endurci dans sa bassesse, si trivial dans sa mesquinerie, qu'il ne convoitait point de gains importants, que non, ce n'était jamais que pour de misérables petites sommes en liquide qu'il était prêt à rouler jusqu'au fond des enfers. Monstrueux phénomène! Les pots de vin ne tenaient pas le roi moitié autant que ne le faisait le plus simple pourboire. Oui, les pourboires étaient pour lui ce que les saucisses sont pour les chiens. La salle entière se figea dans une muette attente. Ayant perçu le son bien connu, si doux à ses oreilles, le roi Gnouillon reposa sa coupe et, oubliant, dans sa bêtise infinie, la création entière, il se pourlécha les lèvres subrepticement. C'est du moins ce qu'il croyait. Le pourléchage royal éclata tel une bombe face au banquet qui devint écarlate de honte. L'archiduchesse Christine Adélaïde ne put étouffer un cri de dégoût. Les yeux des ministres de la cour, des généraux et du haut clergé se tournèrent d'un bloc vers la personne du vieil homme qui, dans ses mains usées, maintenait depuis tant de lustres le timon de l'État. Que faire? Comment réagir? Sur les lèvres pâlies de l'homme historique, on vit alors lentement glisser une sinueuse et mince langue de vieillard. Le chancelier venait de se pourlécher. Il venait de se pourlécher, le chancelier de l'État. Une minute encore, le conseil balança, oscilla, luttant contre sa propre stupéfaction. Puis,
Les langues des ministres se décidèrent à glisser hors des lèvres, imitées par les langues des évêques, les langues des comtesses et des marquises. Et d'un bout à l'autre de l'immense table du banquet, tous finirent par se pourlécher sous le mystérieux scintillement des lustres, tandis que le jeu des miroirs répétait ce geste à l'infini, le baignant dans ses glaciales perspectives. Alors le roi, furieux et voyant qu'il ne pouvait plus rien se permettre, puisqu'on singeait le moindre de ses gestes, se leva et repoussa la table avec violence. Mais déjà se levait le chancelier, et à l'instar du chancelier, l'assemblée entière se leva de table. En fait, le chancelier n'hésitait plus. Non, son parti était pris. Une décision dont l'inimaginable témérité réduisait en miettes toutes les convenances. S'étant rendu compte que désormais rien ne saurait cacher à la jeune archiduchesse la véritable nature de son royal fiancé, le chancelier avait décidé de lancer le banquet dans un combat dont l'enjeu était la dignité même de la couronne. Le banquet se devait d'imiter et de répéter sans défaillance non seulement ceux des gestes du roi qui s'y prêtaient, mais précisément et avant tout les gestes qui ne souffraient pas l'imitation. C'était la seule manière de transformer les gestes royaux en archigestes. Ce viol de la royale personne s'affirmait comme absolument inévitable. Aussi, lorsque, blanc de colère, Gnouillon frappa du poing sur la table en cassant 2 assiettes, le chancelier, sans hésiter, en cassa également 2, et chacun des convives cassa, comme en l'honneur de Dieu, ces 2 assiettes, tandis qu'éclatait la fanfare des trompettes. Vaincre, le banquet était en train de vaincre le roi. Enchaîné, le souverain se rassit pour demeurer quoi, pendant que le banquet guettait le moindre de ses gestes. Quelque chose d'inouï, d'absolument fantastique, était en train de naître et de mourir parmi les vapeurs du festin abandonné. Le roi s'arracha de sa place d'honneur au haut bout de la table. Le banquet s'en arracha mêmement. Le roi fit quelques pas, les convives l'imitèrent. Le roi se mit à tournicoter sans but à travers la salle. Les convives de rechef l'imitèrent. Les tournoyantes circonvolutions de leurs méthodiques et infinies évolutions atteignirent de tels sommets d'archi-tournoiement que Gougnon, saisi d'un brusque vertige, mais lançant un vaillant hurlement, se jeta, les yeux striés de sang, sur la jeune archiduchesse et ne trouvant d'autres ressources, entreprit de l'étrangler en mesure, face à toute la cour. Sans hésiter une seconde, le timonier de l'État se jeta sur la première cavalière à sa portée et se mit en devoir de l'étrangler, tandis que tous les invités suivaient l'auguste exemple. Et voici que l'archi-étranglage, centuplé par le jeu des miroirs, fusait de tous les infinis et allait croissant, 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 jusqu'au râle final des étranglés. Or donc, le banquet était en train de rompre les ultimes attaches qui le reliaient encore au monde normal. Le banquet prenait le morse aux dents. Morte, la jeune archiduchesse glissa à terre. De même, étranglées, glissèrent l'une après l'autre les dames de la cour. Alors l'ignoble immobilité, multipliée au centuple par les miroirs, absolument muette, ne fit que croître et croître encore. Elle croissait, croissait, se multipliant parmi les infinis, parmi les océans sans rive du silence, l'immobilité, l'archi-immobilité, la quintessence même de l'immobile qui, descendu sur terre, s'imposait et régnait d'un règne sans partage. Soudain, Gougnon s'élança, gesticulant, en proie à une indicible panique, il s'attrapa le cul à 2 mains et, sans réfléchir davantage, commença de filer, fuyant, là-bas, vers la porte, se hâtant de laisser loin derrière lui, très loin, tout cet archi-royaume. Les convives s'aperçurent que leur roi, était en train de fuir. Un instant encore, le roi aurait bel et bien fui. Ils contemplèrent la scène.
pétrifié, car on ne pouvait, non, on n'avait pas le droit d'arrêter un roi, le roi qui donc eût osé retenir de force le roi. Suivons-le, hurla le vieillard, suivons-le, allons. Les doux effluves du soir rafraîchirent les joues des dignitaires qui débouchèrent sur la place du château. Le roi filait au milieu de la chaussée, suivi à une vingtaine de pas par le chancelier lui-même, poursuivi à toute allure par le banquet et par le bal. Et voyez le génie sans limite de cet archihomme d'État qui, une fois de plus, se révéla dans son archipuissance. Oui, car voici que la fuite honteuse du roi devint une charge d'assaut, et l'on ne saurait plus distinguer si le roi est en train de fuir ou si le roi galope droit devant lui à la tête de son banquet. Ô vous rubans et écharpes des ambassadeurs, ô robes violettes, robes écarlates des prélats, habits noirs des ministres, ô fines robes des bals claquant à tout vent dans cette course furieuse, ô puissants galops archigalopants de tant de grands seigneurs, jamais, jamais les yeux de la plèbe n'avaient contemplé pareil spectacle. Héritiers d'immenses domaines, fleurons des plus illustres familles, les voilà qui filent aux côtés des officiers d'état-major, dont le galop se joint au trot des tout-puissants ministres, aux maréchaux, aux chambellans et à la fleur des dames de la cour, tous ventre à terre, aux courses, archicourses de maréchaux et de chambellans, aux déroutes, des bandades de ministres et ambassadeurs lancés comme toupies folles en plein dans le noir de la nuit, sous les lampadaires étincelants, sous la voûte des cieux. Du château, on entendit tonner une salve d'artillerie. Et le roi s'élança à la charge. Le roi chargea, archi-chargeant à la tête de son illustre escadron, l'archi-roi archi-roula dans les ténèbres de la nuit. 1946, traduit par Alan Cosco. Hein? C'était quelqu'un.